Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Laissez-moi vous parler du sponsor de cet épisode, demandecartegrise.com. Je sais que beaucoup d'entre vous passent pas mal de temps sur les sites d'annonces et craquent parfois pour de nouvelles autos, motos ou autres véhicules en tout genre. Ce sera bientôt mon cas lorsque j'aurai trouvé ma fameuse Xara VTS. Qui dit achat dit aussi démarches administratives, galères, perte de temps et frais aléatoires. C'est là où demandecartegrise.com intervient. Vous êtes acheteur, vendeur, vous déménagez ou vous changez de nom. Bref, vous l'aurez compris, toutes les démarches liées à la carte grise de n'importe quel véhicule sont possibles. C'est super simple d'utilisation depuis votre smartphone et vous pouvez faire toutes vos démarches en 3 minutes, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Si vous venez de ma part, j'ai négocié une réduction de plus de 35% par démarche, valable pour tous les auditeurs de Dans la boîte à gants. Pour cela, vous avez juste à suivre le lien que je vous mets en description de l'épisode. Allez-y, testez, vous allez adorer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Sébastien Guichawa, directeur général du salon Rétromobile. Il nous raconte son enfance et son rapport à l'automobile tout en nous partageant sa passion pour le sport et plus particulièrement le tennis. Même si les souvenirs automobiles de son enfance, qu'ils soient liés à Citroën ou à la 4L de son grand-père, lui évoquent son ouest natal et notamment les odeurs de crêpes de Queen Amman breton, il n'était pas réellement passionné d'automobile plus jeune. C'est à travers sa carrière professionnelle que cette dernière est née, en commençant chez Fiat à Bordeaux, puis Citroën à Cologne en Allemagne, avant de poursuivre chez British Car Auction et finalement intégrer les équipes de Comexposium pour organiser des salons destinés aux professionnels dans un premier temps, et enfin arriver à la tête du salon Rétromobile. À travers cet épisode, il nous emmène au fil des histoires formidables que les autos de collection ont à nous raconter, et plus particulièrement dans les coulisses et les anecdotes de cet incroyable événement qu'est ce salon. Et si finalement la passion pour l'automobile pouvait arriver à n'importe quel âge, Jean-Sébastien semble en être la preuve vivante. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger, je réponds absolument à tous vos messages. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a déjà 34 je crois. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous seriez des légendes en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Jean-Sébastien. Salut Yann. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants, même si c'est toi plutôt qui m'accueille dans tes bureaux, qui sont malheureusement un petit peu vides. Oui, c'est un peu clairsemé en ce moment. Malheureusement, on ne peut pas faire nos événements. Voilà, donc on se prépare pour Rétromobile en 2022. Et puis les autres événements, parce que Comexposium, c'est un peu plus de 120 événements en France et dans le monde. Et c'est ce qui nous permet aussi d'enregistrer cet épisode aujourd'hui, parce que sinon ce serait l'effervescence et on pourrait clairement pas enregistrer ici, quoi. Eh oui, non, là on a de la place. Clairement. On est bien. Justement, est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Oui, donc je m'appelle Jean-Sébastien Guichawa, breton d'origine, de Quimper. On est 2. Oui, c'est vrai, Yann Delplanque. Alors, Guichawa, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, mais c'est vraiment Quimperois. Quimperois, il y en a, je crois, une centaine. Tu regardes dans l'annuaire, il y en a une centaine. J'ai 42 ans. Voilà, deux petits garçons. Directeur de Rétromobile depuis presque 3 ans. 2018, c'est ça ? Voilà, 2018, donc j'ai pris la succession de François Melchion, donc, qui était le directeur historique depuis pratiquement le premier Rétromobile en 1976. Donc lourde responsabilité, mais écoute, c'est vraiment un super salon. C'est une des pépites du groupe Comexposium qui est propriétaire du salon. Et voilà, je travaille avec une équipe de passionnés. C'est un salon passionnant avec des visiteurs et des exposants passionnés. On revient toujours à la passion, mais c'est vraiment un salon extraordinaire. Et justement, par rapport à la passion, si on revient un peu sur ton enfance, à la base, t'étais pas forcément, même si tu as des souvenirs automobiles, t'étais pas un grand passionné automobile. Non, pas forcément. Je suis pas tombé dans l'automobile. C'est vrai que j'ai écouté un peu tes podcasts. Alors souvent, il y a la plupart de ceux qui sont intervenus sont vraiment tombés dedans.
depuis le début, parce qu'ils avaient peut-être dans la famille un garagiste ou je sais pas, un concessionnaire ou un préparateur automobile ou peut-être un père qui a participé aux 24 heures du Mans. Moi, c'est pas du tout le cas. Écoute, moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Longué-Jumelles, de 6000 habitants, à côté de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Voilà, je suis d'origine bretonne, c'est plutôt mes grands-parents, mais voilà, mon père, c'est un vétérinaire de campagne qui a émigré dans le Maine-et-Loire. Toujours dans l'Ouest. Toujours dans l'Ouest, on reste dans l'Ouest. Et puis, écoute, dans cette ville de 6000 habitants, il y a un garagiste, c'était le meilleur ami de mon père, un garagiste Citroën, je m'en rappelle bien. Donc, j'avais une sensibilité à l'automobile, mais pas si énorme que ça. Tu vois, dans une ville de 6000 habitants, il n'y avait pas d'événements liés à l'automobile. Mon père était vétérinaire. Je me souviens de ses voitures qu'il avait. Je me souviens qu'il avait une Matra Rancho rouge, des 205. Puis après, quand il essayait d'amitié avec son copain garagiste Citroën, il a acheté que des Citroën. Donc, il y a eu de la ZX, de la Xara. Xara, super voiture. Voilà. Je suis un fan de cette caisse. Oui, écoute, en tout cas, ce sont des souvenirs d'enfance. Vraiment, c'est les voitures de mon père, mais c'est également, je pouvais avoir pour mon anniversaire ou Noël, je me souviens avoir eu des petites voitures majorettes, avoir eu un petit circuit électrique. Tu vois, j'étais sensible à l'automobile, je connaissais les marques, les modèles. Je m'amusais quand j'allais sur le chemin des vacances à repérer telle ou telle voiture sur la route. Ouais, donc tu avais quand même un intérêt particulier pour l'automobile. J'avais un intérêt, mais je n'étais pas tout de suite passionné. Je ne suis pas tombé dedans. J'avais un intérêt. Mais après, vraiment, moi, ma passion, à l'époque, c'était le sport. C'était le sport, clairement. Et puis, écoute, bon an, mal an, voilà, je suis resté dans ma petite ville de Longué jusqu'en 3e, je crois, jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, C'était quoi les autos qui t'ont marqué un petit peu? Tu parlais tout à l'heure de Citroën. Est-ce que les 2 chevaux, les 4L, enfin des voitures un peu populaires t'ont marqué? Oui, alors, donc la marque Citroën m'a marqué, effectivement, de par mon père, parce qu'il avait que des Citroën. Et en plus, j'adorais les conduire. Je me rappelle, on avait une allée un peu longue dans le jardin, et de temps en temps, quand il n'était pas là, j'avoue que je prenais le volant, je devais avoir 12-13 ans, et je la démarrais, je faisais 100 mètres, et puis voilà, après je faisais marche arrière, j'essayais de la garer sans l'abîmer, mais voilà, c'est des souvenirs assez émouvants. Et puis après, c'est les vacances avec mon grand-père, la 4L. Je parle souvent de sa 4L, mais je trouvais ça incroyable comme véhicule, avec la boîte de vitesse sur le tableau de bord. Le bruit qu'il faisait, mon grand-père était vraiment amoureux de sa voiture, et je crois qu'il a eu 4 ou 5 4L dont on va fêter les 60 ans cette année. Donc c'est vraiment un véhicule, pour moi c'est les vacances en Bretagne, c'est la mer, c'est des odeurs de couillaman, de crêpes. Couillaman, c'est un dessert très léger breton. Ouais, très léger, avec un peu de beurre. Mais et voilà, vraiment la 4L et puis la 2 chevaux. C'est vraiment des véhicules populaires. J'ai pas de souvenir avec des véhicules exceptionnels qu'on peut voir sur Rétromobile, comme je sais pas, une Ferrari 250 GTO dont on va aussi fêter les 60 ans l'année prochaine. Mais voilà, vraiment les véhicules populaires, des marques populaires. Mon père, c'était pas un dingue de voiture. Je me rappelle qu'il a fait une fois une petite entorse à Citroën. Il avait acheté une Audi 100. Ouais. Sans CD, je m'en rappelle à l'époque, je devais avoir 11 ou 12 ans, et je trouvais ça vraiment... C'est le début d'Audi en plus, donc voilà, c'était un peu révolutionnaire d'acheter une Audi. C'était un peu une marque, enfin c'était une manière de se démarquer par rapport à Mercedes. Bien sûr, c'est une manière de se démarquer, et puis c'était une opportunité pour lui. Il voulait une voiture un peu plus puissante que ce qu'il avait. Voilà, c'est la seule entorse qu'il ait fait à Citroën une fois, et j'ai trouvé ça formidable. Je me rappelle, j'étais fier. J'étais fier que mon père roule en Audi, mais après, au-delà de ça, c'était pas la passion automobile au niveau de la famille. Tu parlais des autos populaires, et tu m'as appris un chiffre que je ne connaissais pas. C'est 80% en fait des voitures de collection sont des populaires, oui, c'est ça? 80%, un peu plus de 80% sont des véhicules à moins de 15 000 €. On va dire populaires, pour moi, c'est les Fiat 500, la 2 chevaux, la Renault 5, la 4L, qui sont des véhicules accessibles. Accessible. Il faut savoir qu'en France, 1 million de véhicules de collection et 300 000 collectionneurs, tout à fait. Donc en moyenne, les gens ont entre 1 et 5 véhicules. Par exemple, mon prédécesseur, François Melchion, il en a 12.
Donc voilà. Il a dégommé la moyenne, quoi. Voilà, il a dégommé la moyenne, mais bon, il a commencé suffisamment tôt. Je crois qu'il a commencé par une C4 Citroën à l'époque. C'est un véhicule des années 30, quand il avait 15 ans. Son premier véhicule, il n'avait pas encore le permis. Et puis après, il a collectionné au fur et à mesure. Et bon, maintenant, il doit avoir 68 ans, François. Donc voilà, il a 50 ans de passion. Mais oui, moi, après mon premier véhicule, ça si tu veux, on peut en parler. Bon, on en parlera après. Si tu veux, pour reprendre un peu le fil de ton histoire, tu disais tout à l'heure que jusqu'en 3e, tu restais donc dans ce petit village natal. Voilà, petit village, ça reste une ville quand même. C'est vrai. C'est plus de 6 000 habitants, ça reste une ville. Donc Longueuil-Jumelles. Après, j'ai émigré sur Angers, donc c'était à côté, toujours dans le Maine-et-Loire, où j'ai fait mon lycée, où j'ai eu ma première voiture. Quelle était-elle ? 205 Junior, siège engine, 4 vitesses. Donc, je m'en rappelle vraiment parce que j'ai économisé pour pouvoir me l'acheter. Hein. Je me rappelle avoir travaillé tout un été, même 2 étés, en tant que professeur de tennis. Et également, j'avais le BAFA, donc je faisais de l'animation de jeunes en colo de vacances. Et j'ai économisé pour pouvoir m'offrir cette voiture. Pour moi, c'était synonyme de liberté parce que donc, quand j'ai immigré sur Angers, en fait, on n'habitait pas Angers même. On était à côté, à 15 km, dans une petite ville qui s'appelle Muret-Régnier. Et voilà. Et puis, quand tu es étudiant, tu as envie de bouger. C'est clair. T'as envie d'aller voir les copains. Faut aller à l'université. Et j'en ai un peu marre du bus. Et puis, j'étais un peu esselé. Tu vois, 15 km, c'était un peu la campagne. Il y avait 2-3 bus qui passaient par jour. Et puis, quand tu as 20 ans, tu as besoin de bouger. Donc, je me rappelle avoir économisé. Et puis, à moi, la liberté. Hein. Je conduisais en plus depuis l'âge de 16 ans parce qu'on avait la possibilité à l'époque de faire la conduite accompagnée. Donc, j'ai eu mon permis dès que j'ai eu 18 ans. 18 ans et 2 jours, je crois. Vraiment, c'était 2 jours après, je passais mon permis et puis j'ai pu m'offrir cette voiture. Et puis, bon, c'était un sentiment incroyable déjà d'être au volant de cette 205. Déjà, les copains me regardaient avec envie. T'étais un des premiers à en avoir une, j'imagine. Voilà, un des premiers à en avoir une, à pouvoir me l'acheter moi. En plus, c'était cette fierté-là de pouvoir me l'acheter moi. Et puis après, j'ai pu partir en vacances, soit avec mes copines, mes copains de l'époque. Vraiment, j'étais autonome. C'est une sensation de liberté vraiment incroyable. Incroyable. J'étais plus dépendant de mes parents, dépendant des transports en commun. Et puis, c'est là où je me suis rendu compte que la voiture est vraiment un instrument formidable. Et voilà, je me rappelle l'avoir gardé 2 ans. 2 ans avant de partir continuer mes études à Toulouse. Voilà, là où j'ai fait une formation commerciale. Donc tu fais une école de commerce ? Voilà, une école de commerce, ça s'appelle Toulouse Business School maintenant, de l'ESC Toulouse à l'époque. Puis écoute, c'est là où l'automobile prend un peu plus d'importance dans ma vie, hein, parce que bon, voilà, dans le cadre de l'école de commerce, tu as des stages à faire. Et puis je me souviens que j'ai fait en fait une année en entreprise. C'était en 2002. 2002, année en entreprise. Donc, en fait, je pars aux États-Unis, à New York, pendant 6 mois, dans le secteur du tourisme. Donc, rien à voir avec l'automobile, mais c'était pour faire la promotion du sud-ouest de la France. Ça s'appelait Promo France, ou ça s'appelle toujours Promo France, pour faire la promotion de la tradition culinaire, le cassoulet du sud-ouest, la culture. Donc, j'étais en relation avec les journalistes, donc c'était une expérience formidable. Tu étais une sorte d'ambassadeur du sud-ouest, quoi. Voilà, tout à fait, ambassadeur du sud-ouest, où je faisais la promotion auprès des journalistes. Des journalistes pour inciter les Américains à venir dans le sud. Voilà. Tu avais quel âge, 21, quelque chose comme ça, à ce moment-là ? Alors c'était en 2001. Alors c'est arrivé juste après, quand l'espace aérien s'est réouvert, c'est juste après le 11 septembre. Je suis arrivé 1 mois après à New York. C'était bizarre comme atmosphère. Hein. C'était bizarre comme atmosphère, mais les New-Yorkais étaient assez résilients. Donc voilà, pour moi, c'était une expérience incroyable. J'avais réussi à avoir ce stage, alors que mon anglais était vraiment basique. Je me suis battu pour aller à l'étranger, pour avoir un stage, c'était pas évident. Et c'est vrai que l'atmosphère était assez spéciale, mais après, moi, j'ai vécu un moment incroyable. J'ai pu améliorer mon anglais, j'habitais c'était dans quel quartier ? À côté d'Harlem. À côté d'Harlem, en colocation, avec 2 Suédois et puis un Anglais. Et un Français, bon, c'était génial, c'est vraiment génial.
Après, je me rappelle, pour vivre, je donnais des cours de tennis à côté, et puis je faisais du babysitting. Quand tu parles de tennis, tu avais un très bon classement à ce moment-là? J'étais jusqu'à seconde série. J'étais 15 pour ceux qui connaissent un peu le tennis, et j'avais un diplôme d'entraîneur de tennis. Okay. Donc, j'ai toujours donné des cours de tennis. Dès que j'ai pu, à 18 ans, j'avais mon diplôme, ce qui m'a permis de travailler l'été. Donc, c'était mes petits jobs d'été. Plutôt cool comme job d'été. Ouais, non, c'était plutôt sympa. C'est plutôt un moment sympa de convivialité avec ses élèves, et ça permet de gagner un peu d'argent de manière agréable. Et puis, écoute, New York, j'y suis resté 6 mois. Et donc, après, dans le cadre d'une année en entreprise, je devais travailler 6 autres mois et je devais trouver un stage. Et écoute, j'ai vu une petite annonce passer, et j'ai vu que Fiat Auto France cherchait un stagiaire pour sa direction régionale. À l'époque, il y avait des directions régionales chez Fiat Auto, donc qui est basée à Trappes, la filiale française. Okay. Et donc, il y avait 2 directions régionales, une à Bordeaux et une à Lyon. Et donc, j'ai eu une opportunité d'être l'assistant du directeur régional et de partir à Bordeaux. Donc, pendant 6 mois. Donc, à peine arrivé de New York, hop, j'ai refait mes valises, j'ai essayé de trouver un appartement. J'avais aucune attache à Bordeaux. Et puis voilà. Après, c'était parti. C'était à Mérignac, exactement. Donc, en gros, cette direction régionale s'occupait de soutenir, de travailler main dans la main avec tous les concessionnaires de l'ouest de la France. Okay. Donc, c'était pour les 3 marques du groupe à l'époque. C'était Fiat, Alfa Romeo, Lancia. Donc, j'étais assistant du directeur. Donc, je m'occupais des chiffres, je m'occupais de soutenir tous les chefs de région, ou les chefs ça s'appelait chefs de secteur à l'époque. Du haut de tes 22 ans, quelque chose comme ça? Voilà, du haut de mes 22 ans. Mais bon, c'était une première expérience automobile, et vraiment, en prenant le stage, je me suis dit, tiens, pourquoi pas rentrer comme ça, travailler pour un constructeur, parce que j'y voyais différentes opportunités. L'automobile, c'est assez large, hein. En tout cas, chez un constructeur, tu as aussi bien du financier, tu as du commercial, tu as du marketing, voilà, c'est vraiment très très vaste. Donc, je me suis dit, bon, autant faire mon expérience, et puis voilà, quand tu es stagiaire, tu essayes de découvrir un peu de qu'est-ce qui va t'intéresser pour ton futur, hein, parce que j'étais pas encore bien arrêté sur ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais faire du marketing, du commerce, dans quel secteur? C'est vaste. Hein, et le milieu automobile t'a attiré, enfin, de ce que tu en as vu, de ce que tu as commencé à en comprendre, ça t'a bien plu, quoi? Ah oui, non, mais ça m'attirait. Je voyais, comme je t'avais dit, j'étais sensible à l'automobile. J'étais pas tombé dedans, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas avoir une expérience automobile dans l'automobile maintenant? C'est une opportunité. En plus, bon, j'ai passé des entretiens, on me prenait, donc voilà, j'étais super content. Et puis, écoute, j'ai fait ça pendant 6 mois. Puis après, je suis retourné sur les bancs de l'école. Après, tu sanctionnes ton école de commerce par un stage de fin d'études. Et je me suis dit, tiens, je vais replonger dans l'automobile, on va continuer. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a une autre marque qui pourrait me plaire. J'ai une offre de stage chez Renault, donc à Boulogne-Billancourt, au siège. Et donc, cette fois-ci, à la direction de la publicité Europe. Donc, c'était plus dans un environnement international. Donc, je me suis dit, c'est super, quoi. Là, j'étais dans une direction vraiment au contact, direction régionale au contact du terrain, au contact des concessionnaires. Là, c'est plus... Voilà, c'est la publicité, c'est la com, c'est sympa, c'est dans un environnement international. Heureusement que tu étais parti à New York pour avoir un bon anglais avant. Voilà, un bon anglais avec un bon accent français, mais voilà. Faut garder cette tradition, c'est normal. Il faut garder la tradition. Mais je me suis dit, c'est super, c'est à Boulogne-Billancourt. Alors, j'étais à l'époque en Île-de-France, au siège. Ça va être une expérience en plus. Donc là, c'était... L'époque de 2000, c'était en 2003, donc c'est l'époque de la Velsatis. Je sais pas si tu connais. Je sais pas si tu te rappelles. Si, je vois très bien. Et pour la petite anecdote, il y a un épisode en préparation avec Patrick Lequément, qui est le designer de la Velsatis et de l'Avantime. Ouais, non, mais voilà, exactement. Je m'en rappelle. Donc, je travaillais à la direction de la publicité Europe, et puis à côté, tu avais le marketing. Tu avais le chef de produit Avantime qui était là, chef de produit Velsatis. Bon, c'est des beaux, maintenant, c'est des beaux véhicules collector. Clairement. C'est beaux véhicules collector, mais voilà, j'ai fait 6 mois. Et puis après, écoute, la vie active. Donc, j'avoue que après, pareil, c'est des questions d'opportunité.
Après, je suis parti en Allemagne. Mhm. Je suis parti en Allemagne faire un volontariat international à l'étranger, ça s'appelle un VIE. Les VIE, ouais. Des VIE, ce qui permet d'avoir une expérience à l'international pendant au moins 2 années. En général, c'est assez sélectif quand même. C'est des beaux postes et je dis ça parce que j'ai failli en faire un et je m'étais bien renseigné là-dessus. En général, c'est des belles opportunités. Oui, c'est des belles opportunités. Même pour un jeune, tu as un contrat, tu es logé, tu as une voiture, les conditions sont quand même assez sympas. Et puis moi, ça me permettait de mettre encore une corde à mon arc en plus, notamment au niveau de l'allemand. Que tu parles parfaitement maintenant. Je le parle. Je le parle correctement. Je parle correctement. Écoute, c'était ma première langue. C'est que moi aussi, c'était ma deuxième langue, mais j'en parle pas un mot. J'ai honte. Oui, on oublie un peu, mais bon, je suis arrivé, c'était un vrai défi de partir en Allemagne. Hein. Mon allemand était quand même pas exceptionnel, mais je me débrouillais. Et puis, écoute, pendant 2 ans, j'ai appris dans un environnement commercial. Donc, je travaillais au siège de Citroën Allemagne, qui est à Cologne. Ok. Et donc, j'ai vécu 2 années super. Alors, j'ai fait du contrôle de gestion et puis j'ai eu aussi une expérience au niveau de l'administration commerciale. Et donc, c'était génial parce que d'une part, déjà, je rejoignais une marque française en Allemagne. Citroën, c'était à l'époque 5 ou 6% de part de marché. Donc, c'était assez petit. Mais tu te rends compte que l'Allemagne, les Allemands ont une certaine... attache aux marques françaises, tu vois, comme Citroën, il y a des clubs de marques de 2 chevaux, et ils sont vraiment fans de cette marque. Donc voilà, pour moi, c'était une super expérience pendant 24 mois. Écoute, après ce VIE, je suis rentré en France. Et puis, opportunité encore de job chez Mercedes. Donc une marque allemande en France. Ce que j'allais dire, voilà, c'est marrant. Ouais. Seulement, j'y suis resté un peu plus de 4 ans. Alors tu vois, ça reste vraiment automobile, mais une fois que tu plonges dans l'automobile au niveau professionnel, après je dirais voilà. Alors déjà, t'es picousé un peu automobile. Et puis après, c'est difficile de sortir d'un autre secteur. Tu vois, j'allais pas aller dans le tourisme. J'avais une voie relativement tracée après avoir une expérience avec différentes marques. Et puis je travaillais aussi avec des passionnés. Hein. Je revois encore. Donc je te parlais de Fiat à Bordeaux. Je les revois encore. Hein. Ils vont sur Rétromobile. Alors ils sont toujours chez Fiat, mais ils sont vraiment picousés automobiles. J'avais vraiment des passionnés. Et moi, je le suis devenu progressivement. Tu vois, quand tu travailles pour une marque, au départ, j'étais pro Fiat, pro Renault, voilà, Mercedes pendant 4 ans. Je m'occupais d'abord de l'administration commerciale pour la marque Smart et après, j'étais responsable des événements pour Mercedes. Donc, c'est là qu'apparaît le caractère événementiel, c'est chez Mercedes ? Voilà, chez Mercedes, au marketing. Voilà, le Mercedes-Benz France, c'était au Chennai, le siège. Je me rappelle encore, ils ont déménagé récemment, mais vraiment une super marque. À l'époque, quand je suis rentré, ça s'appelait Daimler et après Mercedes-Benz France. Mais vraiment une super marque. Et d'ailleurs, j'en revois encore du siège encore aujourd'hui parce que Mercedes, alors ça dépend des années, mais est exposant sur Rétromobile. Je revois. Moi-même, j'ai participé à Rétromobile en tant qu'exposant. Et puis après, après Mercedes, j'ai eu des envies de commerce. Et pareil, j'ai été approché pour intégrer une boîte qui s'appelle BCA, British Car Auctions, dans le domaine des ventes aux enchères. Donc c'est une marketplace, on peut appeler ça comme ça ? Voilà, une marketplace dans le domaine des véhicules d'occasion. Donc c'est tout ce qui est retour, tout ce qui est véhicules, tous les buybacks, les retours des constructeurs automobiles, les retours des loueurs longue durée, courte durée. Et donc ces véhicules sont ramenés, sont nettoyés, sont vendus aux enchères. Donc je suis arrivé, c'est une petite société avec une 50aine de personnes, avec 15 000 véhicules vendus aux enchères, et 3-4 ans plus tard, aujourd'hui, c'est plus de 100 000 véhicules vendus aux enchères. Donc c'est aussi un des premiers acteurs, parce que maintenant, il y en a beaucoup des acteurs sur ce marché, mais il me semble que c'est un des premiers. Oui, c'est le leader. Ouais. C'est le leader actuellement. En Europe, je crois que c'est plus d'1 million de véhicules vendus aux enchères. C'est totalement hallucinant. Ouais.
Après, le modèle est surtout électronique en France, à 100% électronique, mais en Angleterre, où c'est une vraie tradition des enchères, c'est encore, je crois, à 80% en salle où le véhicule est présenté. Bon, c'est vraiment un milieu passionnant où il y avait plein de choses à faire. Et j'ai fait presque 4 ans là-bas. Super expérience commerciale. Et puis, tu vois, c'est à chaque fois des opportunités. J'avais pas d'idée bien précise dans mon plan de carrière. Et puis là, il y a Comexposium qui vient me voir et qui me dit, est-ce que ça vous intéresserait de... Ils sont venus te chercher finalement. Oui. La classe. Ouais, bah écoute, c'est un cabinet qui venait me voir, qui connaissait mon expérience, que ce soit dans l'événementiel, mon rapport à l'automobile. Oui, voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, il y a deux salons que Comexposium possède en partenariat avec des fédérations. C'est 2 salons qui s'appellent Equipoto, donc dans tout ce qui concerne la prévente automobile, qui existe aussi depuis 1980. Donc c'est un gros salon qui appartient à la fédération des équipementiers, la FIEV, et un deuxième salon qui est Solutrans, donc salon de la mobilité liée aux véhicules industriels et véhicules utilitaires, qui est à Lyon. Donc ce sont 2 gros salons internationaux qui sont adressés aux professionnels. Donc un Equipoto, tu vas retrouver des Valeo, des Faurecia, des Autodistribution, tous les gros sous-traitants de l'automobile. Tous les gros sous-traitants de l'automobile, donc les nationaux et les internationaux, parce que tu as aussi des pavillons internationaux, des pavillons chinois, des pavillons turcs, des pavillons polonais. Tu as des officiels qui viennent, des ministres. C'est vraiment orienté business to business, on dit. Mm-hmm. Et pareil pour Solutrans, qui est un gros salon aussi basé à Lyon. Pareil, où tu as qui appartient à la Fédération française de carrosserie, donc pour lequel Comexposium est opérateur, et donc tu as tous les constructeurs de véhicules industriels de style Renault Trucks qui sont là, les Volvo, les MAN, Scania. Donc c'est vraiment un super salon international basé à Lyon, qui existe depuis le début des années 80. Donc et puis tu as tous les gruaux, soit tous les transformateurs, les carrossiers sur véhicules utilitaires, carrossiers sur véhicules industriels. Tu as toute une économie qui est assez incroyable. Gruau, c'est une entreprise qui est à Laval. Voilà, exactement. Je travaillais à Laval avant, donc d'accord. Je connais un petit peu. Donc Patrick Gruau est là avec ses équipes, c'est un fidèle de Solutrans. Et donc j'étais directeur commercial de ces 2 événements pendant 3 ans. Et tu arrives en 2014 ? Voilà, c'est ça, ouais. En 2014. Et super opportunité en interne. François Melchion s'en va à la retraite. Okay. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. C'était un salon que je lorgnais, effectivement, en interne, parce que c'est un peu la vitrine de Comexposium. Et puis ça voulait dire passer du B2B au B2C. Voilà. Donc, plus un salon professionnel, mais un salon destiné aux particuliers. Destiné aux particuliers, tout à fait. Donc là, c'était différent. Et puis un salon de passionnés. Là, c'est encore différent. Donc là, business to business, on est là pour faire Alors, sur Rétromobilier aussi, on fait du business, mais là, c'est différent. Les sociétés sont des grosses sociétés structurées. Donc là, c'est différent. Je te parlerai des secteurs de Rétromobile. Mais là, opportunité. Écoute, François s'en va. Je me suis dit, faut que je me positionne. Même si je suis jeune, j'avais moins de 40 ans. François, le savoir, le poids de l'histoire, etc. Mais tu disais, il était là depuis 76, donc... depuis 76, le salon a été racheté par Comexposium en 2006 ou 2007. Et puis le salon a grandi. Bon, je t'en parlerai de l'évolution de Rétromobile, mais je me suis dit, super opportunité. Et puis écoute, je passe les entretiens en interne. Et puis écoute, l'affaire se fait. Mais grosse pression parce que c'est un salon très médiatisé. Là, c'est différent. Il y a plus de 2000 journalistes qui sont présents. Voilà, il y avait des vrais défis. Et puis se faire accepter aussi par la communauté du véhicule de collection. Donc, écoute, quand j'ai pris mes fonctions, je me suis dit, il faut que je m'immerge à 200%.
Donc, Je fais un stage intensif, quoi. Stage intensif. Alors, François est encore resté un peu. Il est consultant pour moi, donc j'ai appris à ses côtés tous les jours. J'ai Thierry Farge, le responsable des animations, pareil, qui a un puits de science dans le secteur. Donc, tous les jours, de 9h à 20h, j'en entendais. Voilà, on parlait véhicules de collection. On a toute la presse spécialisée. Donc, je me suis vraiment immergé. J'ai lu plein de livres, même des biographies, la biographie de Michel Hommel, par exemple. Toute la presse spécialisée qui est assez dense dans le secteur dans le milieu. New Times Magazine, LVA de manière hebdomadaire, Classic and Sports Car, etc., etc. Donc il y a beaucoup de titres. En plus, ils sont partenaires, ils sont présents sur Rétromobile, donc je reçois toute la presse spécialisée. Donc je me suis vraiment immergé à fond. J'ai rencontré les exposants. Je suis allé sur plein d'événements. Donc c'est comme ça que tu t'immerges. De toute façon, j'avais pas le choix. Des événements, il y en a plus de 6000 en France. Juste en France, il y en a 7 ou 8000 en Angleterre, il y en a 7000 en Italie. Après, il y a tous les salons internationaux. Il y a Automoto d'Epoca à Padoue, tu as les gros salons à Essen, les véhicules de collection, tu as tous les rallyes, les clubs, tu as plein d'événements. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Les concours d'élégance comme à Pebble Beach. Concours d'élégance à Pebble Beach, exactement. Donc, voilà. Et puis après, je vais sur Époque Auto Lyon, à Avignon, tu as le Avignon Festival Motor. Il y a des événements, il y en a plein. Pour y être tous les week-ends. Tu peux pas faire tout. Mais on peut pas tout faire. Donc, il y a une sélection à faire. Donc, tu fais des événements. Et puis après, tu construis bien évidemment ton salon. Je fais pas que des événements. Je suis là déjà pour aller à la rencontre des exposants, aller à la rencontre aussi des visiteurs. C'est important. Et puis, il y a toute une gestion d'équipe. Donc, le Rétromobile, c'est composé il y a une équipe commerciale qui est là pour commercialiser le salon auprès des exposants. Donc, j'ai un directeur commercial et puis deux responsables commerciaux. Donc, cette partie-là est essentielle. Et puis, tu as la partie aussi communication visiteur. Donc, j'ai une directrice com. Puis, on travaille avec plein de prestataires autour. Et puis, je travaille aussi, tu as François qui est là en tant que consultant. François Melsion, j'ai besoin de lui parce qu'il a le savoir. Donc, il m'accompagne de temps en temps sur certains événements. On fait la transition. Il me présente certaines personnes clés du secteur. C'est important. C'est là où ta passion devient effectivement plus graduelle puisque tu es immergé à 100% dans l'automobile. Exactement. Et c'est là où je reviens au début, où je suis pas tombé dans la passion, où je suis pas tombé dans l'automobile. Ça a été graduel, c'était progressif. Et puis écoute, là je suis dans un salon de passionnés. Avant c'était plus business to business, comme tu dis. Bon, j'étais chez un constructeur où tu as la passion, forcément tu as la passion de la marque, mais où tu as aussi l'historique de la marque. Mais là je suis vraiment plongé. Le véhicule de collection, c'est très très vaste. C'est des histoires économiques, des histoires sportives, des histoires politiques, des histoires cinématographiques. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à raconter. Ce sont à chaque fois des belles histoires. Et puis ce salon-là, qui existe depuis 1976, il a tout un historique. C'était le premier salon au monde dédié aux véhicules de collection. C'est une poignée de passionnés quand ça commençait à structurer le véhicule de collection. Donc, on voulu monter un salon à pas Porte de Versailles, je te dis n'importe quoi, c'était à la Bastille en 1976. La Bastille, c'était 20 exposants, 3000 visiteurs, et puis le salon a grandi progressivement pour arriver aujourd'hui à un salon qui fait plus de 600 exposants, qui fait 120 000 visiteurs et qui est réputé au niveau mondial. Vraiment au niveau mondial, c'est pas le plus gros salon du monde. Le plus gros, il est à Essen, qui fait, je crois, qui fait 150 000 m². Nous, c'est 80 000 m² de surface d'exposition, mais c'est surtout la qualité. C'est un salon qui a la chance d'être dans une grande capitale, à Paris. Donc, généralement, les passionnés font une pierre deux coups. Alors, ceux qui viennent de région ou de l'étranger, ils viennent sur Rétromobile, mais à côté, ils profitent aussi de Paris. Surtout que c'est le plus gros salon français, si je dis pas de bêtises, que maintenant que le mondial de l'auto a disparu. Oui, donc effectivement, la société a été démantelée. Ouais.
Et actuellement, oui, c'est le plus gros salon lié à l'automobile, hein, plus de 120 000 personnes, plus de 600 exposants, porte de Versailles. Et puis à côté, les chiffres en plus continuent d'augmenter. Hein, les constructeurs sont présents, donc c'est 23 secteurs qui sont liés aux véhicules de collection. Donc c'est un milieu assez, même très dynamique. Hein, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est fait dans le secteur juste en France. C'est plus de 20 000 employés. Je crois la fédération des véhicules de collection doit sortir des chiffres. Ils ont fait une étude, mais en tout cas, ce que m'a dit Laurent Herriot, le DG de la fédération, m'a dit que c'était encore plus dynamique qu'il y a 5 ans. Donc voilà, tu sais, un salon, c'est le reflet d'une économie. Moi, j'essaie de toucher un peu toutes les tendances. C'est bien que, tu vois, ces chiffres soient, comme tu le dis, en constante progression. Je trouve que ça contraste par rapport à l'impression de la morosité sur l'automobile, en tout cas ce que certains médias veulent laisser paraître. Et finalement, on se rend compte que les chiffres sont tout autres. La passion ne disparaît pas du tout, quoi. La passion disparaît pas. Hein. Elle est toujours bien prégnante. L'année dernière, c'est simple, les 2 dernières éditions, c'était les 2 meilleures éditions de l'histoire de Rétromobile. Hein, c'est pas par hasard que Citroën a fêté ses 100 ans, a commencé son centenaire sur Rétromobile. Porsche, ils n'étaient pas là il y a 2 ans, mais ils se sont dit, mais il faut absolument qu'on revienne, parce que leur réseau a dit, on veut être sur Rétromobile. Les marques, vraiment, en plus, on est le premier rendez-vous de l'année. Donc, tu as les constructeurs, ils sont là, ils sont contents. Tu as les grands marchands qui sont là, internationaux et nationaux qui sont là. Les organisateurs d'événements aussi. Un Peter Otto, il est là. Et ils font du recrutement de leurs équipages sur place. Richard Mille, qui est là aussi, l'horloger, donc il fait même plus de salon de montre, qui fait un seul salon dans l'année, c'est uniquement Rétromobile. Il était là en personne d'ailleurs, parce que quand j'y suis allé l'année dernière, il était là. Il est toujours là, il est toujours là, c'est un passionné de véhicules de collection, et une super... il amène toujours de super voitures, il a un stand incroyable, et voilà, c'est un vrai passionné, Richard. Et puis à côté, au total 23 secteurs d'activité liés aux véhicules de collection, tu imagines. Alors il y en a qui sont là pour faire de l'image, mais ils sont là aussi pour faire du business. Hein. C'est important, tu en as des petits... Il n'y a pas de petits exposants, mais peut-être dans des secteurs différents d'un grand marchand. Ils sont là pour vendre. Ils font 30 à 40% de leur chiffre d'affaires uniquement sur Rétromobile. 30 à 40%. Oui, 30 à 40% en 5 jours. En 5 jours, parce qu'ils voient... ils débitent. Ça débite. Ça débite. Et puis, il y a tous leurs clients qui viennent parce que c'est un rendez-vous incontournable. Ils viennent de région ou ils viennent de l'international. Ils savent qu'ils vont se retrouver là. Donc, ils font 30 à 40% en tout cas sur l'événement. Et puis aussi, ils en font après. Ils prennent des contacts. Voilà, donc il y a du business. Il y a du business qui se fait. Donc, c'est un rendez-vous. Il y a convivialité, où les gens sont contents de se retrouver. Hein, on y va pour faire des affaires, mais aussi pour discuter et pour prendre un verre, pour se retrouver, pour préparer l'année aussi, parce que c'est le premier événement. On a la chance d'être en février, donc tu vois, par exemple, les maisons de vente aux enchères, ils prennent un peu le pouls de la profession. Donc c'est la vente arcuriale qui donne le là, mais pas qu'Arcurial. C'est toujours leur plus belle vente d'ailleurs, hein, parce que j'ai enregistré un épisode, comme tu le sais, avec Mathieu Lamour. Et c'est toujours la vente la plus prestigieuse qu'ils font chaque année chez Rétromobile. Ah oui, c'est vraiment la vente prestigieuse. Ils en ont plusieurs dans l'année, mais ils mettent les petits plats dans les grands pendant Rétromobile. Hein. Ils louent plus de 1000 mètres carrés de surface d'exposition. Ils ont tous leurs grands acheteurs internationaux qui viennent. C'est vraiment un rendez-vous incontournable au niveau international, cette vente arcuriale. Et puis il y a aussi les autres, RM Sotheby's et Bonhams, qui sont présents également dans Paris. Parce qu'ils savent, il y a Rétromobile, donc le Grand Palais est loué. C'est vrai. Ils louent des lieux prestigieux dans Paris. Parce qu'ils savent ils en profitent plus indirectement. Quoi. Voilà, plus indirectement. Mais ils sont aussi présents. Ils ont un stand sur Rétromobile, mais après, ils font leur vente dans Paris. Et parce qu'ils savent que les grands acheteurs internationaux sont présents. C'est, quand je te disais, nous, on vise la qualité. Et Rétromobile est reconnu au niveau international depuis quelques années par les
par les grands acheteurs. Hein. Il y a Pebble Beach et Rétromobile. Alors Pebble Beach, c'est un concours d'élégance, c'est encore différent. Nous, on est un salon, mais la reconnaissance est là. Hein. On peut croiser dans les allées. Alors généralement, les grosses affaires se font pendant le montage. C'est vrai ? Voilà, pendant le montage. Tu peux croiser, je sais pas, t'as le numéro 3 de Microsoft. Alors, je pourrais pas te dire le nom, mais c'est François qui me dit, ah, tiens, c'est le numéro 3 de Microsoft qui va faire ses emplettes. Voilà, il n'est pas là pour acheter du fromage. Lui, voilà, ouais. Ils sont là pour acheter. Alors, il y a des affaires qui se font. Alors, là, je te parle de choses extrêmes, des gens qui ont des millions, des milliards peut-être, je sais pas. Mais tu as également le côté populaire sur Rétromobile que j'essaye aussi d'amener. On a un espace de véhicules à moins de 25 000 euros, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Hein, 80% des véhicules sont des véhicules à moins de 15 000. Et puis, ceux qui vivent leur passion, t'es collectionneur, que tu aies une Ferrari 250 GTO ou une 2 chevaux. Tout le monde ne peut pas discuter. Enfin, il y aura toujours ce lien passionnel par rapport à l'automobile. Si bien qu'effectivement, comme tu le dis, un propriétaire de 250 GTO peut très bien discuter avec un propriétaire de 2 chevaux. Bien sûr. Ils auront plein de choses à se raconter. Plein de choses. C'est sur Rétromobile, c'est ce qui fait la magie. Hein. C'est pas marqué sur le front d'un milliardaire voilà, c'est pas marqué sur son front. Et donc, ils ont la même discussion. Ça peut être le petit garagiste du coin qui vient de région, qui va économiser pour venir sur Paris, qui vient peut-être pas chaque année, mais qui va venir tous les 2 ans. Il peut très bien rencontrer quelqu'un dans les allées et discuter, un grand acheteur international, et puis il discute de la même chose. Hein. C'est la passion, la passion de l'automobile de collection. C'est ça qui est magique sur Rétromobile. Il y a pas de barrière, il n'y a pas de connotation riche, pas riche. C'est ce qui fait sûrement la différence aussi par rapport à un événement comme Pebble Beach dont on parlait tout à l'heure, où tu es quand même un caractère assez élitiste. Bien sûr. Là, c'est pas du tout le cas. Non, attends, c'est pas le cas. Alors, on peut nous reprocher, on va dire, oui, le hall 1, c'est un hall exceptionnel, avec des véhicules exceptionnels, mais les gens aussi qui viennent sur Rétromobile, le visiteur lambda, vient aussi en prendre plein les mirettes. Hein. Bien sûr. C'est important de voir des véhicules qu'on ne voit nulle part ailleurs. On parlait de véhicules sportifs, des véhicules cinématographiques. C'est là on peut voir, je sais pas, la voiture de James Bond, par exemple. Hein, je dis n'importe quoi, mais c'est voilà, t'as un hall vraiment avec les constructeurs, avec les grands marchands, un hall exceptionnel. Oui, ça l'est, mais on le revendique. Et puis t'as le côté aussi populaire avec d'autres secteurs. On a des miniatures, on a la galerie des artistes. La plus grande galerie d'Europe dédiée aux véhicules de collection, à tout ce qui est automobilia. Donc, tout ça fait que ça crée un ensemble, je dirais, assez cohérent avec où les gens s'y retrouvent, où ils veulent chercher de l'exceptionnel, mais on sait très bien qu'ils ils vont pas acheter la Ferrari 250 GTO dont on parlait comme ça. Généralement, ce sont vraiment les milliardaires dont on parlait, vraiment les acheteurs milliardaires qui peuvent se permettre, mais à côté de ça, ils peuvent se rêver à être propriétaires dans le secteur des véhicules à moins de 25 000 euros. Tu as des véhicules abordables. Donc c'est pour ça, Rétromobile, c'est une grande fête liée aux véhicules de collection et qui est accessible à tous. Hein. On voit, il y a le passionné de plus en plus jeune. Alors, de plus en plus jeune, la moyenne d'âge sur Rétromobile, je peux te dire les chiffres, hein, ça reste quand même, on est à 53 ans. 52. Okay. 52. Et on était à des adolescents, quoi. On est à, voilà, des adolescents, mais tu vois, on a baissé la moyenne d'âge de 2 ans. On sent qu'il y a de plus en plus le phénomène des young timers qui arrivent. Donc dans le véhicule de collection, on parlait d'1 million de voitures, c'est entre 15 et 20% les youngtimers, les véhicules des années 90. Donc ça prend de plus en plus de place. Moi, j'accorde aussi de la place. J'aimerais pour le prochain Rétromobile accorder de la place plus au niveau de la formation. Tu vois, je trouve que c'est important de sensibiliser les jeunes aux métiers liés aux véhicules de collection, peut-être un petit peu. Qui disparaissent. Et puis les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les visiteurs de demain. Donc, c'est important de les sensibiliser. Donc, je vois de plus en plus de jeunes qui viennent je sens qu'ils viennent dans les allées de Rétromobile. J'ai accueilli aussi des écoles. Il y a des écoles de commerce ou des écoles comme le Garac qui viennent faire leur pèlerinage à Rétromobile, puis j'essaye de les accueillir avec plaisir. Il faut les sensibiliser, c'est important de pouvoir, d'une part, préserver notre patrimoine,
et de le garder roulant. Clairement. Alors, tu vois, Rétromobile, ça reste un salon, donc il n'y a pas vraiment de dynamique à part à l'extérieur. On a un partenariat avec le club des Tough Tough, on fait essayer des véhicules de... J'avais adoré cette animation, tu vois. Voilà. J'avais pas roulé, mais juste voir ces véhicules, pour certains très anciens, rouler autour de ce petit anneau. Oui, quoi. devant. Après, Porte de c'était vraiment Versailles, sympa. c'est pas fait pour faire des animations dynamiques. Si on pouvait le faire, on le ferait. Mais après, le charme de Porte de Versailles, c'est que c'est dans Paris. Mais après, voilà, on reste un salon, mais on a conscience que l'automobile de collection doit être roulant. Notre patrimoine doit rouler. Voilà, en ce moment, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais il y a les zones à faible émission qui peuvent être un risque. Hein. Je sais que la FFVE travaille pour faire en sorte que les véhicules de collection puissent rouler dans ces zones. Je pense il y a un travail de lobbying. Il y a un travail de lobbying, mais bon, j'ai toute confiance. Tu sais, un véhicule de collection, ça roule moins de 1000 km par an en moyenne. Le parc automobile complet par rapport au nombre de voitures en France, c'est 0,5%. Donc voilà, c'est vraiment une goutte d'eau. L'empreinte carbone est infinitésimale, vraiment, dans le véhicule de collection. C'est pour ça que, à mon avis, l'obtention de la vignette, on l'aura, la vignette collection dans les zones à faible émission. J'espère aussi. Voilà, mais bon, pour l'instant, je sais que c'est passé, à l'heure où on se parle, c'est passé au Sénat, ça doit passer à l'Assemblée nationale. On va voir, certainement, il y aura des allers-retours, mais on va certainement trouver une solution, comme c'est le cas dans d'autres pays en Europe. Pour revenir aux animations, tu en parlais tout à l'heure, il y a une particularité aussi chez Rétromobile, c'est que vous internalisez vos animations, c'est vous qui les créez. Tout à fait. C'est ce qui fait aussi la singularité de Rétromobile, peut-être par rapport à d'autres salons internationaux. Donc, on travaille main dans la main avec Thierry Farge. Donc, Thierry Farge qui travaille depuis 1984 sur Rétromobile. Alors, il est parti en retraite l'année dernière, mais je le garde un peu sous le coude. De temps en temps, il fait quelques piges à Rétromobile parce qu'il faut garder le savoir. Moi, comme je te dis, je suis arrivé il y a 3 ans. J'essaie de rester vraiment humble là-dessus parce que j'ai pas la connaissance de mes prédécesseurs et c'est important de faire un mix. Tu vois, je suis plus la génération des Youngtimers. J'ai pas précisé effectivement ce que c'était qu'une Youngtimer pour peut-être certains auditeurs. Ce sont les véhicules qui sont considérés normalement pas comme collection dans le sens où ils ont moins de 30 ans, parce que 30 ans vignette collection. Mais maintenant, on a tendance à considérer dans le langage général que c'est entre, disons, les années 90 à 2000. Voilà, dans le langage, c'est ça. Voilà, les années 80, 90, 2000, c'est ça. C'est ça, mais par définition, là où tu as raison, un véhicule de collection, pour pouvoir accéder à la carte grise de collection, il faut avoir 30 ans, au minimum. Et donc, les animations de Rétromobile, oui, on travaille généralement sur 2-3 animations phares qui font vraiment notre singularité et qui fait aussi notre renommée. Donc, généralement, on travaille 1-2 ans. Après, ça dépend vraiment des années, mais on a plein d'animations dans les cartons. Et puis, dès qu'on a une opportunité, on se dit, tiens, là, c'est en fonction, ça peut être un anniversaire ou ça peut être une opportunité. On sait que le véhicule va être disponible ou la collection va être... c'est l'année ou jamais où il faut le faire. Écoute, donc là, par exemple, on travaille sur 2022. Juste comme ça, on va clore le débat par rapport à l'annulation, etc. À la base, l'édition donc, de Rétromobile était prévue en février 2021. Tout à fait. Ça a été reporté en juin. Mm-hmm. Et ça a été à nouveau reporté. Là, tu as officialisé il y a une semaine. Il y a à peine une semaine, oui. Pour février de l'année prochaine. Voilà, du 2 au 6 février 2022. Donc ça y est, j'ai réservé les halls à la porte de Versailles, hall 1, 2 et 3, donc on ne change pas. C'est un peu un crève-cœur. Effectivement, au départ, on était parti sur une édition un peu estivale, mais bon, il y en a qui se disaient, bon, c'est un crime de lèse-majesté, on change les dates, mais après, bon, on n'a pas eu le choix. Donc, au départ, on était parti sur juin, une édition estivale. La plupart des exposants nous suivaient. Les visiteurs ont plutôt bien accueilli la chose en disant même, tiens, on viendra en décapotable. J'étais tout excité, moi. Voilà, je pense que ça aurait pu faire une belle édition, mais écoute, à 3 mois du salon, c'est impossible d'organiser un
un événement de cette taille-là, 120 000 personnes, c'est 25 000 personnes par jour. Tu as des frais assez importants, soit pour nous en termes de communication ou pour les exposants, parce qu'ils ont je prends par exemple un PSA, Peugeot Citroën, qui a un stand de plus de 1000 m². Bon, ils travaillent avec des standistes et ils doivent avoir une visibilité au moins 3 mois avant. Ça se fait pas, ça peut pas s'annuler 15 jours avant. Un événement, faut savoir, un événement comme Rétromobile, voilà, c'est un an de travail. J'ai vraiment une équipe dédiée là-dessus, sur ce salon. Vous êtes combien justement à être travaillé à 100% dessus? À 100%, comme Exposium, on est 5. 5 vraiment dans... Voilà, mais après, quand l'événement a lieu ou quand l'événement approche, beaucoup plus. Hein, et puis il y a toutes les sociétés externes qui travaillent aussi avec nous. Mais vraiment sur le commercial, sur la communication. Et je ne te parle même pas de Thierry et François qui sont encore consultants pour moi. Vos stagiaires à vie, quoi. Voilà, les stagiaires à vie. Et puis on a aussi on a aussi une ou deux stagiaires. Voilà. Mais voilà, ça reste une petite équipe hyper motivée, et donc c'est un an de travail. Tu sais, il y a des salons en interne, ce sont des triennaux. Donc c'est-à-dire un salon tous les 3 ans, mais ce sont des salons tellement immenses que ça nécessite vraiment beaucoup de travail. C'est vrai qu'on se rend pas compte quand on se dit par exemple un Rétromobile c'est 5 jours, mais derrière donc on parlait des animations, j'en reparlerai plus en détail, mais voilà, il y a plus de 600 exposants aussi à gérer. Un travail d'organisation, c'est lourd. C'est lourd et ça nécessite, Rétromobile, vraiment un an de travail vraiment à 100%. Donc effectivement, ça a été un crève-cœur de, entre guillemets, faire sauter cette édition, puisque finalement, il y a une année qui saute. Voilà, donc là, on a reporté le salon donc en février, en gros. Donc il y a une année blanche. Donc voilà, c'est compliqué. Il n'y a aucune visibilité due à cette crise sanitaire. J'espère que le vaccin va permettre à tous les événements au moins d'avoir lieu. Alors j'espère les événements dynamiques en extérieur. Hein. Faut pas oublier que Rétromobile, c'est 125 000 personnes. C'était en intérieur, 20 à 25 000 personnes par jour, c'était pas possible. C'est pas viable. C'était pas viable, mais j'espère que les événements, nos amis de Le Mans Classique ou tous ces événements-là qui sont en extérieur auront lieu. Sincèrement, je le souhaite. On attend que ça reprenne les événements. J'en ai pas fait beaucoup là jusqu'à présent, je crois en début d'année. Je crois que j'en ai pas fait du tout. Donc ça va te manquer un peu. Hein. Ouais, ça manque vraiment de voir les copains, hein, de se voir, de discuter bagnole, de discuter événements, d'avoir des perspectives. Ça va arriver. Donc là, la perspective, écoute, c'est Rétromobile 2022. Ça a été bien accueilli. On sent, en tout cas, je le vois dans les réseaux sociaux, les gens sont vraiment solidaires parce qu'ils adorent ce salon. C'est pas mon salon, hein, c'est notre salon à tous les passionnés. Donc voilà. Et donc quand je te reparlais, si tu veux, on peut revenir sur les animations. Donc c'est Thierry. C'est exactement là où je voulais en venir. Donc c'est Thierry qui travaille sur les animations, qui me propose. On voit si c'est faisable ou pas. Donc l'année, généralement c'est 2-3 animations qui sont made in Rétromobile. Alors l'année dernière c'était la Tatra. Alors la Tatra qui est pas forcément une marque connue, c'est une marque tchèque qui a une histoire totalement incroyable. Donc on a présenté 12 ou 13 modèles de sa création. C'était la première Tatra, c'était 1898 jusqu'à la dernière en 1990. Après, la marque a disparu et elle existe toujours dans le domaine de marque camion. Et donc, en fait, c'est Thierry qui a une Tatra. D'ailleurs, elle était exposée, une Tatra Plan. Est-ce que c'était l'exposition qu'il y avait dans la passerelle ? Voilà, c'est l'exposition de la passerelle, tout à fait. Ouais. Un véhicule de l'Est, véhicule tchèque, qui n'est pas forcément très connu ici en Europe. Je la connaissais pas du tout, moi, honnêtement. Je m'y suis attardé. Voilà, attardé. Donc on a eu donc il connaissait quelqu'un qui nous a mis en contact avec un musée en République tchèque qui possédait toute la collection Tatra. Donc on s'est mis en relation avec eux, on est allé les voir. On les a convaincus que il fallait les présenter sur Rétromobile, parce que généralement les véhicules qui sont présentés, ils sont vraiment mis en valeur au niveau de la
surtout au niveau médiatique. Je te parlais de plus de 2000 journalistes. 2000 journalistes, c'est international, le rétromobile. Tu as même l'année dernière, tu avais des journalistes du Chili, des journalistes du Brésil qui viennent vraiment s'intéresser au salon. Donc, il y a une super visibilité médiatique. Généralement, quand tu mets une marque en avant, tu es certain d'avoir une couverture mondiale. Donc là, Tatra, il y a des Tchèques qui sont venus, donc ils sont arrivés avec leur voiture. C'est totalement incroyable, hein, et ça a pris dans la presse. Au départ, j'étais pas sceptique, mais je fais confiance à Thierry. Il me dit, tu vas voir, ça a marché. Et en fait, on essaie de mettre en avant des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc là, Tatra, c'était un vrai pari. On a eu également Bertone. Donc Bertone, parce que on avait des relations depuis plusieurs années avec la FFVE italienne, donc la Fédération française de véhicules d'époque, c'est le nom français, mais son pendant en Italie, donc qui ont racheté la collection de Bertone. Donc Bertone, qui est un carrossier célèbre italien, qui a carrossé des véhicules extraordinaires. On peut citer la Miura. Hein? Ouais, c'est plutôt une bonne référence, donc, effectivement. Donc tu as des... Voilà, ils ont racheté la collection Bertone il y a 10 ans, et en fait, tout ce qui est concept car Bertone, véhicules, je crois qu'ils ont racheté au total une 50aine de véhicules, et ces véhicules-là ne sont jamais sortis d'Italie. Et donc on s'est dit, il faut absolument les faire sortir. Donc je suis allé les voir en Italie, relation avec le président, il faut absolument les sortir. Ce serait bien, en tout cas, on va vous mettre en valeur vos véhicules sur Rétromobile, ça va faire une super couverture médiatique, etc. etc. Et puis au final, on a réussi à les décider. Beaucoup de tracasseries administratives jusqu'au bout, parce que c'est un peu comme la Joconde ou comme un grand tableau, c'est difficile de faire sortir. Ils avaient une Miura, justement ? Alors, c'était plus des concepts. Oui, ils en ont, mais c'était surtout des concepts cars qu'on a fait sortir. Vraiment que Bertone. C'est-à-dire que... C'est uniquement Bertone. Ouais, on l'a pas dit, mais la Miura, donc c'est une Lamborghini. C'est une des plus belles voitures du monde, ce qui est considéré comme une des plus belles voitures du monde. Alors que là, on parle effectivement de voitures de carrossier. Oui, vraiment voitures de carrossier. Et la plupart, c'était uniquement des concept cars. Donc, faits dans les ateliers Bertone, mais qui n'ont pas été produits en grande série. Et donc, on a fait venir 12 véhicules. Jusqu'au dernier moment, c'était pas sûr. C'est pour ça que je suis assez secret sur les animations, parce que tant que c'est pas sûr, on peut pas communiquer. Ça t'enlève une partie de stress aussi. Voilà, mais vraiment, on a dû communiquer peut-être un mois avant l'ouverture de Rétromobile, parce que c'est pas sûr. C'était le ministère de la culture italienne qui bloquait, parce qu'ils pensaient ils ont toujours peur qu'on les garde en France. Voilà, c'est toujours des tracasseries administratives. Donc c'était très long, mais on s'est fait quelques frayeurs, mais finalement, elles sont bien arrivées. Tu sais que ça me fait penser à... Tu parlais d'animation qui... T'as toujours peur qu'elle se fasse ou pas. Tu parlais aussi de passerelle tout à l'heure. Moi, ça me fait penser à une anecdote que tu m'as racontée avec un architecte, Norman Foster. Voilà, avec Norman Foster sur la passerelle. Alors, il faut savoir que la passerelle, c'est vraiment l'événement, le lieu le plus... là où il y a le plus de passages, parce que c'est relié entre le hall 1 et le hall 2. Donc, tu as du flux assez incroyable. Donc, ça permet de mettre en avant vraiment l'animation. Tu vois, là, c'était la Tatra. Il y a eu Mini, donc il y a 2 ans. Alors, Mini qui a remplacé l'animation que je voulais faire avec Norman Foster, donc, qui est un architecte qui a notamment fait le viaduc de Millau, qui a fait le Reichstag, donc c'est le Parlement allemand. Tu vois, j'ai l'accent allemand. Reichstag. Ça sent, ouais. Et voilà, le mec, c'est une star dans son domaine. Un architecte américain, c'est ça ? Architecte anglais. Anglais, ok. Anglais, mais donc il a des cabinets à New York, un peu partout dans le monde, à Sydney. Bon, le mec a 82 ans. Et donc, on lui a proposé de la passerelle. On trouvait ça sympa parce que c'était l'automobile vue par l'œil d'un architecte. Et donc, il connaissait Rétromobile parce qu'il a une petite collection de véhicules. Alors, il y a 8 ou 9 véhicules qui sont, je dirais, communs, entre guillemets. Bon, il a une Jaguar Type E quand même. J'ai surtout la Jaguar Type E en tête, mais après, il avait un véhicule en fait qui nous intéressait. C'est une Ford qui est sur 3 roues, qui pouvait accueillir 17 personnes. Tu veux dire 3 roues de chaque côté, donc 6, c'est ça ? C'était 3 roues, c'est en forme de triangle. Ok. Voilà. 3 roues, alors je pourrais même plus te dire le nom maintenant, mais en tout cas, c'est un véhicule qui a été développé
dans les années 50 aux États-Unis qui pouvait transporter 17 personnes. C'est un véhicule totalement loufoque, mais qu'il a voulu avoir dans sa collection parce que bon, c'est un architecte. Alors, bon, il a des lubies, je sais pas. Il adorait ce véhicule. On se disait, tiens, c'est un véhicule vraiment extraordinaire. Comme je te dis, on aime les choses qui sortent de l'ordinaire sur Rétromobile et le public adore ça. Donc on s'est dit, tiens, on va mettre ce véhicule-là, quelques-unes de ces véhicules de véhicules de collection, et puis on va mettre aussi son œuvre avec des photos du Parlement allemand, du viaduc du Millau, en racontant un peu comment il voit l'automobile de collection, avec toute une mise en scène. Donc il a fait venir des gens de New York, d'abord c'est des architectes pour qu'ils voient la passerelle. Après, c'était deuxième semaine, il était venu avec... c'est pas lui qui est venu, hein, sont uniquement des architectes. Ses équipes, quoi. Ses équipes. Et puis, il a décidé de venir lui-même. Donc, on a fait 3 rendez-vous juste pour voir la passerelle. Donc, 3e rendez-vous, donc ses équipes avaient vu la passerelle et ils se sont dit, c'est génial, etc. Et vraiment, il faisait tout de A à Z. Ils amenaient les voitures, il faisait la mise en scène. Donc, c'était une super animation. J'étais hyper content. Et donc, il me disait, faut que Norman voit la passerelle. Donc, il arrive, bon pied, bon oeil encore à 82 ans. Donc, je l'accueille à Porte de Versailles. Et donc, je le vois arriver, bonjour, etc. Et puis derrière, je vois sa femme. Donc, je me suis dit, j'avais pas prévu, bon, tant pis, on va aller jusqu'à la passerelle. Sauf qu'il y avait le mondial du nautisme qui était en travaux, c'était la mise en place du salon. Donc c'était un peu le bazar. Et puis, pour aller de l'entrée de Porte de Versailles jusqu'à la passerelle, il faut bien au moins 10 minutes, un quart d'heure de marche. Et le problème, c'est que la femme de Norman Foster, au bout de 5 minutes, elle en avait marre de marcher. Et donc, elle a rebroussé chemin en disant, Norman, viens ici. Bon, là, Norman, on arrête, etc. C'est quoi ce bazar? Regarde, il y a des travaux partout. Elle s'attendait vraiment à... quelque chose de grandiose. De grandiose, arriver sur la passerelle, et voilà. Et puis, écoute, Norman Foster, tu le voyais pas concentré, tu le sentais qu'il était gêné et qu'il nous écoutait plus, sa femme qui gueulait. Et finalement, ils ont rebroussé le chemin, alors qu'ils étaient accompagnés de 5 architectes. Donc 2 qui venaient de New York, 3 qui venaient d'Angleterre spécialement pour voir la passerelle. Et puis, il a rebroussé le chemin avec sa femme, parce que je crois qu'il voulait faire un peu de shopping. Et puis au final, écoute, il n'est jamais arrivé jusqu'à la passerelle, il n'a jamais vu la passerelle, Norman Foster, et j'ai reçu un mail laconique 2 jours après de sa secrétaire disant qu'il ne voulait pas faire l'affaire. C'est terrible comme histoire. Ouais, c'est terrible parce que je comptais sur cette animation. Et puis écoute, après, on a réfléchi, on a fait une animation de rechange. Il se trouvait que c'était un anniversaire, celui de la Mini. Qu'on a pu mettre en avant Alec Isigonis, qui est le créateur de la Mini. On a réussi à trouver quelqu'un qui avait une collection assez fabuleuse, de la première jusqu'à qui avait la toute première Mini. Non, c'est un musée qui nous l'a prêté, un musée en Angleterre qui nous l'a prêté, et après on a trouvé un collectionneur, parce que généralement on sait les voitures qui vont marcher ou pas. Généralement on essaie de prendre la toute première jusqu'aux dernières. Et puis voilà, et la Mini a cartonné. Il y a eu plein de sujets au niveau de la presse. C'était les 50 ans, c'est ça? Je crois que c'était ça. Mais en fait, tu vois, finalement, je suis en train de me dire que peut-être que c'était mieux comme ça et que ça aurait moins bien marché. C'était mieux comme ça. On a eu plein de sujets dans la presse. C'était génial. Voilà, mais on souhaitait aussi peut-être toucher aussi notre presse, la presse. En tout cas, c'est marrant comme anecdote quand même. Avec le recul, c'est quand même. Oui, mais donc il sera toujours le bienvenu sur Rétromobile. J'espère pouvoir, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas dans les cartons pour 2022. Pour rester un peu sur les anecdotes, tu me parlais aussi du Berliet, ce fameux, c'est le plus gros camion du monde que vous avez réussi à faire venir. Ça aussi, ça a été un événement marquant. C'était un événement marquant, effectivement. Le Berliet T100. On a fait venir il y a 2 ans. Alors, c'était dans les cartons depuis plusieurs années. Donc, c'est un camion qui appartient à la Fondation Berliet. Alors, il n'y en a plus que 2 dans le monde. Il y en a un qui est resté dans le désert du Sahara, en Algérie, parce qu'il était utilisé pour les gros travaux. Et donc, ils ont été construits spécialement. Il y en a 3 qui ont été construits donc pour des travaux dans le désert du Sahara, des travaux de construction dans les années 60. Et donc, il y en a un qui a été détruit, tu en as un qui est resté dans le désert du Sahara, et puis tu en as un qui est à la Fondation Berliet, à côté de Nantes.
qui ne roulait plus, qui était dans les qui était dans un garage avec, je crois, qui conserve quand même entre 2 et 3 000 véhicules de Berliet. Ils ont encore beaucoup, il y a encore beaucoup de choses qui sont conservées. Hein, pour ceux qui ne savent pas, Berliet, c'est une vieille marque française qui a été rachetée malheureusement par Renault fin des années 70 et qui a disparu. Mais il y a encore des anciens salariés de la marque Berliet qui continuent à garder l'âme de la marque, qui sont un peu les gardiens du temple via cette fondation. Imaginez que dans les années 50-60, des Berliet, on en croisait tous les jours sur la route. Tous les jours, même des voitures, des véhicules utilitaires, oui, on en croisait beaucoup. On en croisait beaucoup. Et donc, ce camion-là, on s'est dit, bon, c'est le moment ou jamais, on va le présenter, parce que alors, il a toute une histoire. Mais en plus, c'était à l'époque le plus gros camion du monde. Dans les années 60, il était présenté d'ailleurs porte de Versailles une fois, et qu'ils avaient construit un hall spécifique. Ils avaient construit un hall en bois, tout en bois, qu'ils avaient construit pour l'événement. Et je crois que c'est lors du salon de l'auto en plus, à côté, un hall. Et puis ils avaient... Ce qui rentrait pas, il était tellement hors norme. Il était tellement hors norme, ils ont vraiment... il rentrait pas dans les halls. Donc nous, on a pris les mesures avant dans le hall 1 pour être certain qu'il puisse rentrer. Et puis... on pensait pas que ça allait faire autant de buzz, parce qu'en fait, c'est l'acheminement du camion qui était très longue. C'est quand même on n'achemine pas un camion comme ça. Il prend pas l'autoroute et puis voilà, il va pas jusqu'à Paris comme ça. Donc c'est un transport spécial avec toute une équipe, un convoyage spécial derrière. C'est une croisade presque. Ouais, c'est une croisade qui a duré 5 jours. Et donc on a mis en ligne le parcours. Et puis donc, le bon an, mal an, tu as la presse donc régionale qui s'emparait de l'affaire, puis après nationale, puis après Michelin a voulu être partenaire un peu de l'événement parce que c'était des pneus Michelin. Après, tu as Renault qui nous a appelé aussi pour dire l'événement, on voit que sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas de parler de ça. C'était des sujets dans toute la presse spécialisée. Et donc, c'est totalement incroyable le nombre de personnes sur les routes qui connaissaient le chemin et qui applaudissaient le Berliet qui est arrivé port de Versailles peut-être 4 ou 5 jours avant le début de l'événement. Donc c'était courant janvier. Et donc une vraie expédition. Et donc on l'a mis en bonne place dans le hall 1, donc qui est dans le hall principal. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a eu tout le monde voulait se prendre en photo avec le Berliet, alors qui reste. Alors je rappelle que Rétromobile, c'est le salon de toutes les mobilités. C'est vrai qu'on parle véhicules de collection, mais c'est aussi bien tu peux avoir les trains, les avions, la moto. Alors c'est principalement effectivement les véhicules légers, mais après le camion avait toute sa place. Et donc, on a eu des sujets de presse assez extraordinaires. C'est par centaines dans le monde entier. C'est pas qu'en France. En Allemagne, j'ai eu des mails, j'ai eu des demandes d'interview pour le Japon. Il y a eu le Brésil. Bon, on va savoir pourquoi. Mais écoute, moi, au niveau médiatique, c'était totalement surréaliste. Derrière, il a fallu le remettre en route. Oui, c'est ça aussi. Le remettre en route parce que c'était des équipes. C'est le mécanicien de l'époque, dans les années 60, qui nous a contactés, qui avait entendu parler qu'on avait dans les cartons le Berliet T100, qui a pris contact avec nous. Et donc, ils ont réussi à le refaire démarrer. Ça a pris 1 semaine pour le faire redémarrer pour le moteur, parce que c'est un truc qui n'avait pas roulé depuis plus de 20 ans ou 30 ans, qui n'avait pas été redémarré. Donc ce sont les équipes des années 60, et les mecs ont gardé la technique et le savoir-faire, et ils ont réussi à le redémarrer, parce que une fois port de Versailles, donc c'était un convoyage spécial. Donc il n'a pas roulé de Lyon jusqu'à Paris. C'était un camion qui transportait en tout cas la structure. Et après, quand il est arrivé port de Versailles, pour le mettre dans le hall, il faut bien le faire rouler. Écoute, il a réussi à démarrer, et puis on a réussi à le positionner. C'était utilisé pour quoi, ce camion, à la base ? Alors, c'était dans les chantiers pour... Dans les carrières ? Oui, c'était dans les carrières, tout à fait. Dans les carrières. Tu vois, à l'époque, je savais exactement c'était pourquoi. Oh non, mais je mettrai des photos pour que tout le monde visualise un peu, parce que c'est vraiment impressionnant. J'ai encore l'image en tête, et c'est juste monstrueux. Ouais, c'est la largeur des pneus, je crois, c'est plus de 2 mètres 50. C'est n'importe quoi.
le diamètre, hein, c'est un truc, c'est totalement fou. Donc tu vois, c'est ce type d'animation qui est singulière et qui fait parler. Après, généralement on communique sur nos animations 3 mois avant, de manière subtile. Après, après ça monte progressivement et puis après c'est totalement incroyable. Donc il y a cette histoire du Berliet, à François, alors j'étais pas là, mais qui a fait aussi les voitures des Maharajas. Et il avait réussi à les faire venir d'Inde. Et puis notamment, il a fait aussi, alors je crois qu'il n'avait pas l'autorisation, maintenant il y a prescription, mais de Viparis, donc les propriétaires des lieux, et il a fait venir un éléphant, alors que c'était interdit, mais un éléphant qui trônait qui a traversé le hall 1 avec ses voitures du Maharaja. Voilà, il y a plein d'anecdotes à chaque fois. Donc il y a 2-3 animations sur lesquelles on s'appuie. Après, les animations, ce sont nos exposants qui ramènent les véhicules. Hein. Tu vois, les 130 Citroën, ils ont ramené 30 véhicules exceptionnels Citroën, du peu de la première Citroën, en passant par l'histoire de la WRC. Ils ont fait un stand incroyable. Et pareil, c'est une animation, mais c'est pas une animation made in rétromobile, mais ils ont toujours des véhicules incroyables. Les exposants essayent vraiment de sortir du lot en présentant un véhicule à chaque fois exceptionnel. C'est aussi beaucoup de rencontres finalement pour toi, c'est-à-dire aussi bien des célébrités, des pilotes. Tu me racontais une anecdote avec Harry Vatanen. Les pilotes, c'est incroyable les émotions qu'ils peuvent susciter chez nos visiteurs. Hein. Une fois, ça doit être mon premier salon, Harry Vatanen, je sympathise un peu avec lui, surtout que c'est quelqu'un de charmant. Et puis qui me demandait où était, il cherchait un stand. Et donc je l'emmène dans les allées et il y a quelqu'un qui nous arrête et qui regarde Harry et qui dit Monsieur Vatanen, vous avez bercé toute ma jeunesse, vous êtes un immense champion, etc. Et puis donc il lui a demandé un autographe et il était tellement content, il a pleuré. C'est quelqu'un qui était plus âgé que moi. Et ces émotions-là, tu les retrouves nulle part ailleurs. C'est clair. Ils suscitent une émotion. Alors les anciens pilotes ou les anciennes stars de la voiture, alors c'était WRC, mais même les pilotes de Formule 1, c'est totalement incroyable. Hein. Tu peux prendre même un pilote actuel et il passe presque, pas incognito, mais presque dans les allées. Hein. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas c'était vraiment des héros parce qu'il n'y avait pas la sécurité comme il y a maintenant. Hein. Henri Pescarolo qui était l'année dernière dans les allées du salon, c'est une vraie star. Soit les pilotes des 24 heures du Mans, t'as Jean Ragnotti qui est ambassadeur Renault et tout le temps sollicité. C'est vraiment des stars et on le voit sur Rétromobile. Ils sont en contact avec leur communauté, ils sont ravis d'être là. Et puis après, tu peux avoir des stars, t'as des mecs improbables comme le bassiste de Coldplay qui vient, Jerry Berryman, oui, Jerry Berryman qui est un fan de véhicules de collection, qui traîne ses guêtres sur le salon. Tu peux avoir un Jamiroquai. L'année dernière, t'as Laurent Blanc qui est passé par là avec Antoine Camboré. Tu peux avoir Joey Star. Voilà, Joey Star aussi. Écoute, je savais même pas qui venait, mais ça permet, tu vois, sur Rétromobile, effectivement, tu peux avoir du people, mais tu as aussi des gens de ma région, de ma petite ville de Longueuil, qui sont venus me supporter. T'as des gens d'un peu partout de toute la France qui viennent. Hein. Ça reste vraiment le rendez-vous par excellence. Alors, français d'abord de véhicules de collection et puis international. Hein. Et est-ce que toi, tu as commencé du coup d'avoir une collection de voitures ou est-ce que tu roules plutôt en voiture moderne? C'est quoi un peu tes goûts, toi, à titre perso? Écoute, j'ai une 4L, la 4L de mon grand-père. Donc là, qui est basée à Longueuil en ce moment, qui n'est pas chez moi. Donc j'habite dans la petite couronne parisienne et François m'a dit, il y a une règle, alors François Melsion, avec qui je travaille, qui me donne des conseils, qui me dit, un véhicule de collection, il faut avoir déjà le coup de cœur et puis il faut avoir un garage. Voilà, ces deux choses-là sont vraiment indispensables. Et donc actuellement, écoute, je suis en train de regarder pour avoir un garage et pour... Oui, bien sûr, j'ai des coups de cœur. J'aimerais, quand je suis sur Rétromobile ou un autre salon, j'aimerais pouvoir m'acheter ces véhicules. Mais après, chaque chose en son temps, là, pour le moment. Écoute, je dois découvrir des modèles un peu tous les jours, presque. Enfin, peut-être moins maintenant, parce qu'il y a moins d'événements, mais en période normale, j'ai envie de dire, tu découvres des choses tout le temps
Parce que de toute façon, c'est tellement infini. Oui, c'est vraiment à l'infini. C'est des coups de cœur tous les jours, quoi. Vraiment tous les jours. Tous les jours. Tu vois, j'ai un de mes véhicules que j'adore, moi, c'est la Ford Mustang Fastback 1969, celle de Steve McQueen, qui m'a toujours fait rêver. Mais après, tu vois, avec certaines personnes que je croise, j'ai appris à apprécier les véhicules, même les véhicules du début du XXe siècle ou le fin XIXe. En discutant avec tu vois, on a des partenariats récurrents, par exemple avec le club des Tough Tough, qui sont des vieux véhicules. Pour moi, c'est important de garder cette part-là, qui est la genèse du véhicule de collection. Voilà, les caisses carrées. Mais tu vois, les premiers véhicules, les deux Dion Bouton, qui était la première marque mondiale, qui est une marque française de 1900. En 1901, c'était le premier constructeur mondial. Et donc, ce sont des véhicules que le grand public ne connaît peut-être pas forcément, mais qu'on peut admirer sur Rétromobile, notamment, je te dis, avec le club des Tough Tough, qui est le club des vieilles voitures. Et c'est avec eux qu'on travaille sur les animations dynamiques. On peut rouler en vieille voiture. Et puis, ouais, tu as une certaine émotion. Moi, j'ai eu la chance d'en conduire une. Et c'est totalement incroyable d'être avec un véhicule et tu te dis, bon, ce véhicule-là a plus de 130 ans, il y a une histoire incroyable, la personne qui était dedans, comment elle faisait pour conduire comme ça. Bon, voilà, il y a toute une évolution, tout un cheminement qui fait que l'histoire automobile, le patrimoine automobile est totalement dément. Surtout en France, on a la chance d'être la première, je pense, d'être le berceau de l'automobile. Pour moi, c'est le Fardier de Cugnot, 1763, qui est le premier véhicule à vapeur, la première automobile. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore de superbes marques au niveau international, avec Peugeot, Citroën, Renault. Et donc, voilà, entre les deux, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et puis, la France a eu vraiment des génies, des ingénieurs de renom, des marques, il y en a eu des centaines. Vraiment des centaines, hein. Il y a des marques totalement oubliées. On a mis chaque année sur Rétromobile, on essaie de mettre des marques en avant, mais voilà, t'as des marques qui te diront rien. Une Facel Vega, par exemple, tu vois, c'est des marques mythiques qui ont disparu, et pourtant qui ont marqué l'histoire automobile. Facel Vega, Panhard, etc. Des marques, il y en a même qui ont eu que 3 ou 4 années d'existence. Dans les années 20, il y en a eu, mais qui, voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Il y en a qui sont là pour les conserver. Il y a les clubs qui sont là pour faire revivre certaines marques. Les passionnés, t'en as des dizaines, des centaines de milliers à travers la France, et pas que. Hein, ils se rencontrent des fois au niveau, t'as des rassemblements de clubs peut-être au niveau international. Donc j'ai des partenariats aussi avec des musées en Angleterre, avec le musée de Beaulieu. En Angleterre, c'est lui qui nous a prêté la toute première Mini construite, quand je te parlais d'animation de Mini. Donc, je travaille beaucoup avec les musées. Malheureusement, j'ai une grosse pensée pour eux parce qu'ils n'ont pas pu rouvrir depuis 5 mois. Là, j'ai eu encore Fabrice Bourrigaud, qui est le directeur du musée des 24 heures du Mans. Ah, ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas pu ouvrir. Et c'est avec ce type de musée qu'on essaie d'avoir qu'on a des partenariats, qu'on essaie de faire venir des véhicules. Tu as la Cité de l'Automobile à Mulhouse. Voilà, pour moi, tu as la Cité de l'Automobile à Mulhouse et tu as le Manoir de l'Automobile à Loyac. C'est les deux références. Hein. Voilà, c'est les deux références. Moi, je te l'avais dit, mais tu vois, dans mon initiation, j'avais demandé à François Melcion de me conseiller sur des choses que je devais voir. Au début, il m'a dit, si tu as 2 musées à faire, le Manoir de Loyac et la Cité de l'Auto. Donc, chose que j'ai faite. Tu peux pas te louper. Je pouvais pas me louper. J'ai eu la chance incroyable d'être invité chez Michel Hommel, de déjeuner chez lui, un homme formidable. Donc, même avant d'aller chez lui, j'ai même lu son autobiographie pour certain de ne pas dire n'importe quoi, pour être calé. Et puis, il a une vie totalement incroyable. Et puis pareil, quand tu regardes l'histoire du musée Schlumpf, la Cité de l'Auto, pareil, c'est une des plus belles collections du monde automobile. Et pareil, donc c'est un jeune qui a cette tête, il s'appelle Aurélien Weissrock, qui est le directeur, qui a plein d'idées, ils sont hyper dynamiques. Et je trouve qu'on arrive, tu as une génération, tu vois, un peu comme la mienne. Bon, je suis même plus jeune que la moyenne d'âge des visiteurs de mon salon, mais nous, on a envie d'aller de l'avant, de faire en sorte que la passion perdure, que tu vois, le
le salon, j'ai envie qu'il dure. Ça fait 40, on arrive à 45, 46 éditions. J'aimerais bien, j'aimerais qu'il puisse en faire encore 20 ou 30, voire au-delà, hein, pour mettre en avant notre patrimoine automobile. Et puis quand je vois la ferveur qu'il y a dans les allées, je me dis, bon, voilà, c'est peut-être l'un des derniers salons automobiles en France, mais il faut absolument le garder. C'est notre salon, c'est le premier un salon réputé au niveau international, et il faut absolument le garder. Alors là, la situation fait que j'ai dû reporter, mais je sais qu'en février l'année prochaine, j'en suis certain que ce sera un succès. D'ailleurs, on travaille sur les animations. Je ne peux pas t'en dire plus. Pour le moment, ce sera peut-être à thème peut-être un peu plus sportif. Voilà, parce que on sent que les gens sont passionnés de sport automobile dans l'ensemble. Je le vois aussi, ouais, effectivement. Je le constate tous les jours. Donc, voilà, on travaille aussi avec la FFSA, donc la Fédération Française du Sport Automobile, donc, qui nous font venir des anciens pilotes. Richard Mille, il vient souvent avec une collection de McLaren assez exceptionnelle. Tu as le Mans aussi qui vient, 24 heures du Mans, qui ont fait un hommage à Henri Pescarolo l'année dernière. Après, tu vois, par exemple, tu as Peugeot qui va revenir aux 24 heures du Mans en 2023, donc il y a certainement des choses à faire. Tu as le Grand Prix de Formule 1 français de France qui souhaite aussi communiquer sur les racines, sur l'origine du Grand Prix de France. Donc il y a des choses à faire, tu vois. Comme tu disais, c'est un puits sans fond. Si je peux résumer ça assez schématiquement, de toute façon, Rétromobile, pour moi, c'est plein d'histoires à découvrir. Et il y en a tellement, même en 5 jours, si tu veux, c'est compliqué de toutes les comprendre, les appréhender, parce que c'est tellement riche. Oui, même François, mon prédécesseur, il en apprend encore tous les jours. Alors que ça fait depuis 76, alors même avant 76, qu'il est piqué automobile de collection. Alors t'imagines, moi, ça fait 3 ans, j'ai encore, même dans 50 ans, Et tant mieux. Ah oui, non, mais tant mieux, c'est ça qui est génial. T'en apprends tous les jours, j'apprends des choses. C'est pour ça que c'est exceptionnel, et j'adore les belles histoires comme n'importe qui. Quand j'étais gamin, j'aime les belles histoires. Bah là, tous les jours, je découvre de belles histoires. Tous les jours. Je sais que c'est un peu le point commun entre nos deux métiers, c'est que tous les jours, on découvre des belles histoires. Ouais. Et d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir. En échangeant, et puis voilà, Rétromobile, que ce soit même ceux qui bossent avec moi sur Rétromobile, ils adorent ce salon parce que c'est la passion, tu vois. Il y a des petites traditions aussi. On accueille aussi les responsables de club qui viennent, qui payent encore par chèque. Des fois, ils n'ont pas de smartphone, donc on les met au courant des dernières news. Et puis ils adorent venir nous voir dans nos locaux. C'est convivial. Tu parlais de tradition, et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je crois que la première année, si je dis pas de bêtises, que tu étais donc directeur, il y a ce fameux repas des ferrailleurs, c'est ça ? Oui, effectivement, le repas des ferrailleurs, donc qui est pendant le montage. Chose que je ne savais pas. Et donc, ils installent des bancs et des tables en bois et ils préparent soit le cassoulet, soit le sanglier, civet de sanglier, je crois que c'était cette année-là. Et puis, je passais par là dans les allées et il dit « Oh, le nouveau directeur, allez, viens manger avec nous, viens donc boire un coup. » Et chose qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà mangé. Donc, je me suis dit « Bon, allez, il faut bien que je me fasse intégrer. Allez, j'y vais. » Alors, j'y vais, il y avait une trentaine de personnes. Ils avaient préparé le civet de sanglier qui cuisait depuis 15 heures. Ils avaient installé une petite cuisine dans les allées. Et puis voilà, je me suis retrouvé au bord de la table, autour de la table, avec tous ces passionnés de véhicules de collection qui étaient heureux de voir que tu vois, le directeur. Alors pendant le montage, je suis tout le temps au four et au moulin, mais je me suis dit, allez, le plus important, c'est que je connaisse tous mes exposants, ceux qui font le salon aussi, parce que certains exposants sont là depuis 76. Donc, et puis, je sais qu'ils ont été touchés, et puis maintenant, quand on se voit, on se peut plus se faire la bise, mais je sais qu'il y a une vraie amitié qui est née, parce qu'on rigole bien. Moi, je suis aussi un bon vivant.
Hein, j'aime ça, j'aime bien manger, j'aime bien boire un coup. Voilà, c'est ce que fait Rétromobile. C'est ce qu'on voit dans les allées, c'est la convivialité. Et c'est vraiment l'essence même déjà de ma personnalité, parce que je peux pas concevoir qu'il n'y ait pas de relation sociale quotidien. J'adore discuter, j'adore raconter des belles histoires, j'adore en écouter. Donc c'est ce qui se passe sur Rétromobile, et donc ce repas des ferrailleurs, c'est tout simplement exceptionnel. Donc j'en ai fait 3. Conclusion, t'as mangé 2 fois cette fois-ci. Voilà, j'ai mangé 2 fois. Donc j'en pouvais plus à la fin, parce qu'en plus j'étais à côté de celui qui avait fait le civet de sanglier, donc il m'a resservi au moins 2 fois. Là. Et puis ça boit bien aussi, donc faut faire attention quand tu es sur un salon. Tu peux pas, si tu t'arrêtes à chaque stand, tu marches pas droit après. Ouais. Tu termines pas le salon, donc faut faire très attention. Mais voilà, c'est vraiment la convivialité. Et puis à côté, il y a aussi la petite anecdote, c'est qu'à la fin de chaque salon, on distribue une bouteille de champagne à nos exposants. Donc c'est la tradition, ils l'attendent avec impatience. Donc généralement, c'est Thierry Farge, mon responsable d'animation, accompagné de ses stagiaires, hein, parce que voilà, certainement, il n'y a que toi qui es au courant, mais on a des stagiaires, de jeunes stagiaires, notamment on a le grand Jean-Claude qui a 75 ans, on a Philippe qui a 72 ans, voilà, qui sont depuis plusieurs années, qui font les stagiaires. Alors ces mecs-là, en plus, c'était les patrons de grosses entreprises, hein, mais ils sont là pour le plaisir. Pour nous aider. Ils sont, pour rien au monde, ils loueraient ça. Et je sais que parmi tes auditeurs ou parmi d'autres passionnés, t'en as qui seraient pas à prendre une semaine de vacances, qui seraient pas à se lever aux aurores pour pouvoir profiter de Rétromobile, voir les allées vides, pouvoir admirer les véhicules de manière un peu privilégiée. Je le sais que c'est. Et donc ces 2 stagiaires sont fidèles au poste chaque année. Ils sont là pour pousser les voitures quand il faut le faire, que ce soit pour nos expositions, hein, que ce soit Tatra ou Berton. Toi, Berton, les véhicules sont arrivés, il n'y avait pas de direction, il y avait rien du tout, parce que c'était des véhicules, des concept cars, donc il a fallu trouver des solutions pour pouvoir les mettre en valeur. Donc tout ça, ils ont l'expérience pour ça, donc ils ont encore des contacts aussi, et donc voilà, ils sont précieux, et puis ils mettent aussi de l'âme au salon. Ils font partie intégrale de l'équipe. C'est toujours un plaisir de les revoir chaque année. Ouais, j'ai vécu vraiment de fortes amitiés que je reverrai encore. J'espère pouvoir les accueillir en 2022. Mais et puis voilà. Et puis donc les stagiaires et Thierry avec un caddie, ont les bouteilles de champagne, et pendant 2 ou 3 jours, ils distribuent des bouteilles de champagne. Donc ça en fait quand même. Plus de 600 exposants. Voilà, donc plus de 600 bouteilles de champagne sont distribuées. Ils l'attendent avec impatience. C'est la tradition de Rétromobile, c'est ce qui fait aussi la convivialité. On est le seul salon sur les 120 salons de Comexposium à le faire, parce que c'est une tradition. Et Rétromobile, c'est un salon de tradition. Et j'ai pas envie de couper à la tradition. Aujourd'hui, je reprends de manière très humble. Ça fait près de 3 ans, donc je suis à la tête de ce salon là, mais voilà, les exposants, certains connaissent le salon depuis 1976. Donc moi, je suis là pour organiser un salon, mais après, l'âme du salon, c'est eux qui le font. Et donc, et moi, je suis donc ravi de pouvoir, d'avoir été accepté déjà. C'est pas évident, tu vois, on te questionne. Alors, je viens du secteur automobile, tu vois, j'y suis venu progressivement, tu vois, la passion, c'est ma trajectoire. Est-ce qu'elle était écrite ou pas? Je sais pas. Tu vois, c'est ce stage de Fiat finalement qui m'a amené à la direction de Rétromobile. Hein. C'est un peu ça. Et donc je suis pas tombé dans l'automobile tout de suite, mais tu vois, de manière progressive, je suis un exemple qui dit que la passion, elle peut se révéler à n'importe quel âge. Parce qu'aujourd'hui, oui, j'adore ce salon. Je suis fou amoureux de ce salon. C'est mon métier. Donc tous les jours, j'entends de belles histoires. Alors peut-être que je ne suis pas propriétaire de 10 véhicules de collection. On me pose souvent la question, mais ça viendra progressivement. Tu sais, le premier âge, je crois, il faudrait que je demande à la FFVE l'âge le propriétaire en moyenne. Voilà, ça tourne peut-être autour de 40-50 ans. J'en ai encore 42, j'ai encore le temps de... Puis même, j'ai envie de te dire qu'il y a tellement de manières d'exprimer sa passion que c'est pas forcément dans la possession. Non, c'est pas forcément dans la possession, parce que encore une fois, j'ai la chance de pouvoir donc participer à des événements, des fois de rouler dans des véhicules de collection.
Et donc, c'est pratiquement tous les week-ends. Alors, tous les week-ends, je fais pas que ça. Surtout en ce moment, il y en a pas, mais c'est quand ça va reprendre. Je te dire, tu as un nombre d'événements en juin, juillet, là, qui sont positionnés assez importants en extérieur. J'espère pouvoir les faire, mais que ce soit le Mont Classique fin juillet, tu as tous les rassemblements de clubs, à Montlhéry, tu vas voir le festival Youngtimer, je compte bien y aller. Donc, il y a plein de choses. Et puis, j'ai créé des relations. Alors, c'est professionnel d'abord parce qu'ils sont exposants, mais aussi d'amitié. J'ai une relation de confiance qui s'instaure progressivement avec toutes ces personnes qui travaillent dans le milieu. C'est important parce on est une grande famille. Je le considère un peu comme ça. Et puis, je suis ravi en tout cas d'avoir été accepté. Ça fait 3 ans. Ça fait pratiquement 3 ans. Je travaille main dans la main avec Arcurial. Donc, Mathieu Lamour, c'est un ami. D'ailleurs que je remercie pour la mise en contact. Ah oui, c'est lui qui t'avait donné mon numéro. Et voilà, ce sont des partenaires. C'est aussi à l'international. J'ai aussi des contacts avec mes confrères d'Essen, de Padoue en Italie, qui font aussi l'organisation de salons. Je sais que c'est compliqué des fois, mais on essaye d'être solidaires. Hein. Je suis pas là en train de dénigrer les uns ou les autres, parce qu'on est, encore une fois, on est tous ensemble. Le véhicule de collection, c'est une grande famille. Et voilà, je suis ravi de pouvoir être arrivé ici j'avais pas d'objectif particulier encore au début de venir à l'automobile de collection. Hein. Et puis même à l'automobile tout court, hein. C'est vraiment progressivement par opportunité, et puis c'était mon destin. Donc l'automobile, je suis tombé dedans à 21 ans avec un stage chez Fiat, et puis aujourd'hui j'en ai 42, donc ça fait 21 ans que je suis dans le milieu automobile. Alors, automobile, t'as forcément la passion, même chez le constructeur. J'étais dans l'automobile neuf. Mais chez le constructeur, tu as aussi tout un ADN. Quand j'étais chez Mercedes, chez Citroën, la passion, elle est là, parce qu'il y a toute une histoire. Ces marques-là, prestigieuses, ont tout un historique. La différence, c'est que maintenant, tu n'es plus monomarque. Tu es obligé d'aimer plein de marques. Là, c'est effectivement, c'est beaucoup de marques. C'est beaucoup de marques, mais c'est génial. Ce sont des marques disparues, des marques actuelles. Ils ont tous des objectifs différents les uns les autres. Les constructeurs, effectivement, c'est essayer de ramener un véhicule du passé avec effectivement un véhicule actuel. Ils essayent de raconter une histoire. C'est comme ça qu'ils touchent le cœur des gens. Après, tu as les grands marchands qui sont là. Ils essayent de mettre en avant tel ou tel véhicule. Je vois l'année dernière, tu avais Lucasuni. Lucasuni, qui est un des plus grands marchands internationaux, qui est suisse chaque année. Ce qu'il emmène, c'est tout bonnement exceptionnel. Donc là, l'année dernière, il a ramené c'est des véhicules de la marque Alfa Romeo. Donc des véhicules on ne savait même pas encore qu'ils existaient. Donc t'en as vraiment les passionnés. Des fois, ils prennent vraiment une claque. Alors des fois, je m'y connais pas encore assez pour dire tiens, tel véhicule avec l'année, etc. Mais quand on me dit, François me dit, ou certaines personnes qui connaissent très très bien le véhicule de collection me disent, mais là c'est incroyable là, ce qu'il a ramené, véhicule de 1937, tel cylindré, tant de l'historique, il en existe que 9 dans le monde. Bon, tu vois, j'apprends au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai la chance d'être bien accompagné aussi. On a un mélange de personnes d'expérience et puis de jeunes aussi. C'est important. Donc voilà, je suis un homme comblé dans le véhicule de collection, dans le véhicule tout court. Je trouve aujourd'hui, oui, j'ai de la chance. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à cet homme comblé pour finir un peu ce podcast? Écoute, de pouvoir tenir déjà Rétromobile en 2022 dans des conditions normales. Si je pouvais accueillir déjà au moins autant de visiteurs que j'en ai accueillis lors de la dernière édition, minimum 120 000, voilà, je serais déjà ravi. Et puis qu'on puisse rouler, que c'est en ce moment le projet de loi, les zones à faible émission, que ça puisse être entériné, que tous les passionnés qui nous écoutent, qui ont un véhicule de collection, puissent rouler sans avoir d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis, écoute, pouvoir continuer. Je crois qu'on va faire la 46e édition. Ce que tu peux me souhaiter, c'est que je serai
On va y aller par tranche de 10 ans. Peut-être je serai encore là pour la 56e. Eh ben, c'est tout Ce ce que sera je te déjà souhaite. pas mal. Puis de continuer à raconter ces histoires parce que c'est passionnant. Merci Yann pour ton invitation. Mais non, c'est moi qui te remercie. C'était vraiment un super moment. Et puis à très bientôt, j'espère, sur les stands de Rétromobile parce que je compte bien y aller en 2022. Bien sûr. On se retrouve avec plaisir. Je te mets ton invitation au show. Ah, trop bien. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut Yann. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Marcus qui écrit « Ça vaut le détour, des entretiens bien menés, une complicité avec les invités, des anecdotes inconnues du grand public, tout ce qu'il faut pour permettre de rentrer dans l'univers des invités et mieux comprendre leur parcours et carrière respectives. Merci Yann. » Marcus, c'est à moi de te remercier. Je suis vraiment content de lire ce genre de commentaires. Et tant mieux si effectivement ça peut permettre une vraie immersion dans le parcours de toutes ces personnes. Et c'est avant toute chose toujours le point commun de la passion, mais effectivement ça peut permettre de découvrir différentes façons d'arriver sur ce milieu qu'on aime tous, quoi. En tout cas, merci pour tout votre soutien tous les jours. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger et je réponds absolument à tous vos messages. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous ceux qui sont déjà sortis et que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Il y en a maintenant 34, je crois. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.